Les États-Unis comptent le plus grand nombre de fugitifs. Ils sont 2 millions de prisonniers et autant de criminels en liberté. Ces fugitifs sont traqués par toutes les polices, mais aussi par les chasseurs de primes. Comme dans les westerns, les Wanted rapportent tous les ans des milliards de dollars à ceux qui les attrapent et les livrent à la justice. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, la loi est devenue un marché. Un dédale d'autoroute, des lignes droites qui s'étendent à l'infini et qui traversent les grandes plaines ou les vallées. Des Harley-Davidson grondantes et des trucks rutilants qui dévorent le bitume sur des centaines de kilomètres. Aux États-Unis, pour de nombreux citoyens, la route représente la liberté absolue, un symbole du rêve américain. Avec plus de 800 véhicules pour 1000 habitants, l'Amérique est le pays le plus motorisé au monde. Je le fais tomber, j'évite l'arme en permanence. Une fois qu'il est sur le ventre, j'attrape l'arme. Donc ça, c'était avec la main gauche. Je dois me préparer avec les deux mains. Si c'est avec la main droite, je le repousse, je l'attrape. Ne te débat pas, sinon je vais te casser un doigt. Nous sommes à Sacramento, dans une école très particulière. Ici, on forme en quelques heures des chasseurs de primes. Ce que je porte aujourd'hui, c'est exactement ce que je porte sur le terrain. L'instructeur est un Indien Apache. Son nom de guerre, Rex Venator. Sa spécialité, la chasse à l'homme. Les élèves suivent la formation de 12 heures pendant le week-end. Ils ont commencé vendredi et ils auront leur certificat dimanche après-midi. En tout, la session dure 18 heures. Pour une poignée de dollars, n'importe qui peut s'offrir cette formation. Dès demain, ces apprentis chasseurs seront lâchés dans la ville, sur la piste des fugitifs. Laurian est déjà un jeune chasseur de primes qui travaille dans le sud de la Californie. Je l'ai formé sur le terrain. Kera est une élève qui a déjà suivi ce cours. Elle a participé à 2 arrestations avec moi. Elle vient parfaire sa formation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une de nos spécificités par rapport aux autres écoles, c'est qu'on enseigne aussi sur le terrain. Je vise sa poitrine. Ici, les futurs traqueurs apprennent à maîtriser un fugitif. Les instructeurs sont tous chasseurs de primes. Des professionnels qui connaissent tous les secrets du métier, tous les trucs pour coincer les délinquants en cavale. Je suis l'agent numéro 2. Rob a le taser sur lui. L'agent numéro 3 arrive de ce côté, lui attrape les jambes comme ça et les plie. Est-ce que je mets mon genou contre sa nuque? Non. Il y a 4 agents qui ont mis leur genou contre la nuque d'un type et qui lui ont fracturé le cou, sans s'en rendre compte. Ils ne lui ont apporté aucune assistance médicale pendant 12 heures. Ils ont été condamnés à 4 ans de prison. OK, à partir de là, vous lui prenez la main, vous la mettez comme ça, la serrure vers le haut, transition, donne-moi ton autre main. Il ne le fait pas, il refuse de se soumettre. Je lui mets la pression, donne-moi ton autre main, et voilà, on est en sécurité, OK? C'est plus facile pour une fille de trouver du travail, parce que c'est bien mieux d'avoir une femme dans l'équipe pour interpeller une autre femme. Il y a les fouilles au corps et tout cela, mais les hommes ont souvent plus de responsabilités. Moi, je trouve ça excitant et je ne pense pas que ce soit plus dangereux pour nous. Moi, j'ai surtout envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et si je peux récupérer quelques dollars en cours de route, tant mieux. Rob Dick est aussi chasseur de primes. Sa spécialité, ce sont les armes. Il les connaît toutes, du fusil d'assaut au pistolet électrique taser. Quand vous envoyez des décharges électriques, l'individu veut s'échapper pour éviter la douleur, car cela n'entraîne pas une immobilisation. Par contre, le vaporisateur au poivre, c'est 90% psychologique. Les repris de justice ont tous reçu du poivre plusieurs fois, ils savent ce que ça fait, ils s'en fichent. Ici, pour devenir chasseur de primes, on n'exige aucun diplôme, ni test d'aptitude au maniement des armes. Le mauvais maniement de ces armes peut entraîner votre propre arrestation. Donc si vous n'apprenez pas à vous en servir et que vous les utilisez n'importe comment, vous risquez d'aller en prison. Les États-Unis comptent le plus grand nombre de fugitifs. Ils sont 2 millions de prisonniers et autant de criminels en liberté.
Ces fugitifs sont traqués par toutes les polices, mais aussi par les chasseurs de primes. Comme dans les westerns, les Wanted rapportent tous les ans des milliards de dollars à ceux qui les attrapent et les livrent à la justice. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, la loi est devenue un marché. Chaque année aux États-Unis, 35 000 délinquants libérés sous caution ne se présentent pas au tribunal. La plupart d'entre eux sont capturés par 7 000 chasseurs de primes qui travaillent pour des prêteurs sur gage. Tony Brown est l'un de ces prêteurs de caution. Installé à Sacramento, il dirige la Tony Brown Bail Bonds, une petite société de crédit dont la spécialité est de faire libérer les voyous de prison avant leur procès. Et ça, c'est le contrat de mise en liberté sous caution qui permet de faire sortir les gens de prison. Ici, la liberté a un prix, très précis. Plus le délit ou le crime commis est grave, plus la caution pour échapper à la prison avant son procès est élevée. Par exemple, cruauté envers un animal, c'est 50 000 $. Usage d'une arme à feu, 25 000 $. Tentative de meurtre, 500 000 $. Et ça, c'est le deuxième contrat. Il stipule que la personne qui signe ce document devient responsable du prévenu que je vais faire sortir de prison. Le prêteur de caution avance 90% de l'argent nécessaire à la libération. La personne responsable du prévenu, elle, verse les 10% restants. Et le contrat co-signé par le prévenu donne les pleins pouvoirs au prêteur de caution. Si le prévenu va à son procès, pas de problème. Mais s'il ne se présente pas au tribunal, celui-ci m'envoie un avis, et là, c'est mon équipe de chasseurs de primes qui prend le relais. Les chasseurs de primes comptent sur Tony Brown pour gagner leur vie. Nous allons suivre les bounty hunters, les chasseurs de primes, les privés qui traquent le petit gibier. Très populaires, mais aussi très controversés. Cette semaine, ils devront capturer 2 fugitifs, des revendeurs de drogue dont la tête est mise à prix, 35 000 et 50 000 $. Mais ils ne sont pas les seuls. L'État américain possède sa propre force de police chargée de traquer les criminels en fuite. Ce sont les fameux US Marshals, popularisés par Hollywood. Grâce à une autorisation exceptionnelle du ministère de la Justice, nous avons pu les suivre en action. Ils sont chargés d'arrêter les fugitifs les plus dangereux, comme ces 2 membres de gang recherchés pour meurtre, dont la mise à prix dépasse le $1 million. Sacramento, le siège du gouvernement californien. Une ville de 2 millions d'habitants qui s'est enrichie à l'époque de la ruée vers l'or. L'homme au chapeau de cow-boy s'appelle Padilla, Leonard Padilla. Il est chasseur de primes. Ce flingue, c'est celui que je porte en ce moment. Le plus fameux de tous les chasseurs de primes du monde, comme il s'est lui-même surnommé. C'est un Beretta, un 9 mm. C'est l'arme des militaires américains. Sans elle, je me sens tout nu, et j'aime pas ça. J'ai d'autres pistolets à la maison, car dans ce métier, on n'a pas le droit à l'erreur. D'origine mexicaine, Padilla a vu le jour il y a 68 ans dans une famille nombreuse. Son père alcoolique faisait régner la terreur à la maison. Élevé à la campagne, le jeune Léonard a toujours eu la passion de la chasse et des armes à feu. Après des études de droit et son service militaire, il devient chasseur de primes. Et depuis, son gibier préféré, c'est l'homme. Comme il est le meilleur, très vite, il devient célèbre. Lui, c'est George Bush. C'est mon ami. Célèbre, ami des présidents, Padilla est aussi le patron de l'école de chasseurs de primes. Vous pensez à la retraite? Je serai à la retraite quand je serai mort. Nous retrouvons les 2 instructeurs, Rob Dick et Rex Venator. Ils vont partir avec leurs élèves pour une chasse à l'homme grandeur nature. Notre premier client aujourd'hui s'appelle Sean. Si on l'attrape, il ne sortira pas de prison de sitôt. La tête de ce fugitif est mise à prix 35 000 $. C'est un petit dealer, libéré sous caution par Tony Brown, le prêteur sur gage. L'homme est encore loin de se douter qu'il vit ses dernières heures de liberté.
Quand nous nous préparons à aller interpeller un fugitif, la veille ou le matin, nous prenons nos renseignements. Nous nous assurons que l'individu est toujours en cavale et qu'il n'est pas déjà en prison. Il faut que l'avis de recherche soit toujours valide. Après quelques heures de théorie, Kera et Lauriane, les apprentis chasseurs de primes, vont maintenant passer à la pratique. Avec, pour les encadrer, le cow-boy Padilla et ses 2 adjoints. J'ai vraiment de la chance de pouvoir observer les gens qui sont dans cette pièce. Ils sont très expérimentés. Ils ont pas mal de savoir-faire et connaissent toutes les astuces de ce métier. Je ne suis pas aussi bon pédagogue que Rob et Rex. Ils sont beaucoup plus jeunes et bien plus patients que moi. Je fais simplement mon travail. Ils sont meilleurs pédagogues, bien mieux que moi. Le boulot que je fais, c'est d'emmener des jeunes chasseurs de primes jusqu'à la porte d'entrée. Et une fois qu'ils sont suffisamment entraînés, je leur donne mon feu vert pour se lancer dans le métier. Rob, tu es prêt à partir? Oui, je suis prêt. Padilla et sa bande sont des chasseurs patentés. Ils sont autorisés à porter une arme. Mais toute cette panoplie sert d'abord à un objectif, en mettre plein la vue, intimider les suspects. Oui, Léonard est bon. Au téléphone, c'est le meilleur des baratineurs. Il connaît tous les trucs pour obtenir des informations sur les personnes que l'on recherche. La drogue est au cœur de la plupart de ces affaires. C'est la nature de ces individus. Ils volent, font des braquages pour de la drogue. Et plus ils en prennent, plus ils en ont besoin. Alors ils volent. Donc je dirais que 75% des crimes sont liés à la drogue. Stop! Le problème avec Rob, c'est qu'il ne sait pas conduire. Première étape de la traque, le domicile de la mère du fugitif. Un petit coup d'œil sur sa photo, il est peut-être planqué ici. Les chasseurs de primes sont en nombre et armés. Sans hésiter, ils se déploient autour de la maison. Dans sa panoplie, Lauriane, le petit nouveau, a même une arme contre les chiens. Sans y avoir été invité, Rob pénètre par le côté gauche de la maison, tandis que Padilla et Rex se chargent de la porte d'entrée. La mère du dealer recherché est bien là. Pour la faire parler, Padilla va d'abord se faire passer pour un ami de son fils. Il n'habite pas ici. Je ne sais pas où il est. Il a fui la police. Oh, vraiment? Pourtant, il m'a dit qu'il habitait ici. Non, il n'habite pas là. Vous avez un numéro de téléphone où je peux le joindre? Qui? Sean? Je ne connais même pas son numéro de téléphone. Un numéro de portable? Je ne sais pas où il est. J'en ai aucune idée. Moi, je suis sa mère. Et cela me cause des problèmes parce que je ne sais pas ce qu'il trafique. Je ne sais pas où il va, où il est. Bon, vous savez qu'il est recherché, et si vous faites quoi que ce soit pour l'aider, c'est un délit. On met les gens en prison pour ça. Ok, donc si vous lui avez parlé récemment, ou si vous savez où on peut le trouver, il faut nous le dire maintenant. Barbara, je ne vous ai pas demandé où il était. De toute façon, vous ne me le diriez pas. Non, je n'en sais rien, franchement. Vous ne me le diriez pas, n'est-ce pas? Si je le savais, je vous le dirais, parce que je ne veux pas qu'il revienne ici. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Bon, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Je ne sais même pas. L'année dernière? Sa petite copine est venue une fois. Oh, sa copine? Comment elle s'appelle? C'est quoi le nom de famille de Trisha? Je sais rien. Avant, c'était... Mais je connais même pas son nom maintenant. Où est-ce qu'elle habite? Elle s'est mariée plusieurs fois. Je ne connais pas son nom de famille actuel. Où est-ce qu'elle habite? Dans quel quartier? Il faut que vous m'aidiez. Je n'en sais rien.
Avec la petite amie, les chasseurs tiennent une piste. Ils vont la suivre sans perdre un instant. Grâce à Internet et depuis leur véhicule, ils trouvent le téléphone d'une Velia, la cousine de la petite amie. Elle connaît le fugitif. Vous pensez qu'il est à la maison aujourd'hui? C'est bien votre cousine. Ok, ne faites rien, on arrive. Je vous rappelle. Les gars, vous pouvez rentrer. Il paraît qu'il ne se passe rien. C'est une bonne nouvelle? En fait, à ce stade de l'enquête, on ne révèle aucune information. Même pas à vous, on ne sait pas vraiment qui vous êtes. Vous pourriez vouloir nous piéger. Oui, de très bonnes nouvelles. Je crois qu'on a l'adresse. On est très proche du but. La cousine de la petite amie est toujours au téléphone avec Padilla. Elle est prête à coopérer, car c'est elle qui s'est portée garante pour la caution du fugitif. Elle accepte même de les mener à sa planque. Ok, on va vous attendre au coin. Arrivée chez la petite amie, la cousine va s'assurer en courant que le dealer est bien là. Et il n'y a pas de flingue dans la maison? Par téléphone, Padilla continue de l'interroger. Velia ressort, elle a du nouveau. Le fugitif est dans une autre maison, dans une rue voisine. Ok, on va te suivre. Ne va pas trop vite. Là, en fait, on est en train de suivre Velia, la dame responsable de la caution. C'est la cousine de Patricia, petite copine du type qu'on recherche. Elle nous a demandé de la suivre. Velia va-t-elle enfin réussir à localiser le fugitif? Est-il bien dans la deuxième planque? Le temps passe et Padilla commence à douter. Quand soudain la cousine ressort et remonte dans sa voiture, c'est le signal. Il est là? Ils sont combien dans la maison? Qu'est-ce qu'il porte? T-shirt blanc et short bleu. Allez, on y va. Ok, on y va. Vous couvrez l'arrière de la maison. Il va peut-être s'enfuir par là. Le piège s'est refermé sur le dealer en cavale. Padilla et ses hommes encerclent la maison, les armes à la main. Les chasseurs investissent la maison alors qu'ils n'ont pas de mandat de perquisition. Ils n'ont aucun égard pour les femmes et les enfants terrifiés par cet assaut. Mais si la proie leur échappe, adieu les 5 000 $ de récompense. Si les chasseurs de primes sont munis d'un mandat d'arrêt, ils ont moins de droits qu'un policier officiel. Par exemple, aucune loi ne les autorise à pénétrer ainsi chez les gens. Alors pour parvenir à leur fin, ils jouent de leur force et de l'effet de surprise. Rob Dick se précipite derrière la maison pour prévenir toute tentative de fuite. Quand tout à coup, appel à la radio. Lauriane vient de neutraliser le dealer d'une décharge de son pistolet électrique au moment où il franchissait la palissade. À terre, bordel! Maintenant! Je vais te tirer une balle dans la tête si tu bouges, tu m'entends? Tu bouges pas! Le fugitif a reçu une décharge de 5000 volts. Il est sonné, incapable de résister. Hé, amigo, pourquoi tu fais le con? Désolé, je ne cours nulle part. Je suis désolé, je ne peux plus respirer. J'arrive pas à respirer. Tu as une arme? Non, je n'arrive pas à respirer, monsieur. Je suis désolé. Tu as une arme sur toi? Non, je n'ai pas d'arme. Rien. Désolé. Désolé. Debout. Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Ne sois pas désolé. Désolé. Qu'est-ce qu'il a attrapé? C'est toi qui l'as attrapé? La récompense est pour toi. C'est pour la télévision française, baby.
Moi, je couvrais l'arrière, je n'ai rien vu. Apparemment, il a enjambé des barrières et s'est mis à courir. Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le taser. Et vous avez eu peur? Je peux prendre mes chaussures? Non, 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 mets-toi au fond. Assieds-toi. Je suis désolé, messieurs. Je ne me suis pas présenté devant le tribunal parce que j'étais coincé avec 3 petits-enfants. Ma fille s'est mise beaucoup à boire et elle a abandonné les enfants. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu m'as tiré au taser. J'ai chié dans mon froc. Ah ouais, c'est pour ça que ça sent bon. Ces types sont meilleurs que les flics, croyez-moi. Les flics n'auraient même pas réussi à m'attraper. Mais les chasseurs de primes, ils sont plus rapides que quiconque. Ils sont plus efficaces que les flics? Ils sont plus agressifs et ils sont plus rapides. Ils ne laissent pas tomber, ils ne se fatiguent jamais non plus. C'est la première fois que ça vous arrive? Une fois, quand j'étais plus jeune, j'ai échappé à la police. J'ai escaladé une barrière, j'ai couru. Il n'y avait personne derrière moi. Donc c'est la deuxième fois. Oui, mais cette fois, je suis enchaîné, je suis menotté. Là, j'ai les jambes coupées. Je savais que j'allais aller en prison. Je le savais. Depuis combien de temps vous êtes en fuite? 7 mois. C'était comment pendant ces 7 mois? Terrible. Les pires choses se sont passées, mais maintenant, j'en ai pour 10 ans de prison. Les mecs, vous êtes vraiment rapides. J'allais me rendre, hein. Fin de la cavale pour le fugitif. Un trophée de plus pour Padilla. En 35 ans de chasse à l'homme, c'est plus de 4000 délinquants qu'il a déjà livrés à la justice. Mais en Amérique, tout le monde n'approuve pas les méthodes des chasseurs de primes. Los Angeles, à la faculté de droit de Loyola Marymount, Laurie Levenson, experte en droit criminel, connaît bien la loi sur les bounty hunters. Les chasseurs de primes sont une sorte de retour en arrière, la partie archaïque de notre législation. En fait, ça remonte au Far West, à une époque où l'on s'élançait à cheval à la poursuite des fugitifs pour les ramener chez le shérif. Ça ne fonctionne plus exactement comme ça aujourd'hui. Je pense que certains chasseurs de primes sont vraiment dangereux, parce qu'ils ne reçoivent pas la même formation et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Pour devenir officier de police, il y a toute une procédure de sélection. Il faut suivre une formation de plusieurs mois à l'école de police, sans compter que l'on est responsable devant la loi si on viole les droits civils d'une personne. Les chasseurs de primes sont dispensés de tout cela. Ils suivent une formation extrêmement sommaire et quand ils partent exercer leurs fonctions, ils sont armés. Et il faut espérer qu'il n'arrive rien de grave. Mais les plus gros gibiers échappent aux chasseurs de primes. Ils sont du ressort d'une des plus vieilles polices américaines, les US Marshals. Voici Tony Burke, la terreur des grands voyous des environs de Los Angeles. Tony commande la force spéciale chargée d'interpeller les fugitifs les plus dangereux. Et il a l'amour du métier. Rien n'est meilleur qu'une bonne chasse à l'homme. La chasse à l'homme, c'est le quotidien des marshals de Tony Burke. Ils sont une cinquantaine, prêts à intervenir dans tout le sud de la Californie, au moindre avis de recherche d'un fugitif. Ils sont équipés comme les militaires d'une unité d'élite. Fusils d'assaut, liaisons satellites et véhicules blindés en cas de fusillade. Leur gibier, ce sont les vrais méchants, ceux qui n'ont rien à perdre. Cette unité a été créée pour s'occuper en priorité des grands criminels, des violeurs, des braqueurs, des meurtriers, des kidnappeurs et des pédophiles. Ces types sont ceux qu'il faut attraper en priorité. Ils commettent des actes violents contre les gens. Ces policiers d'élite n'ont rien de commun avec les chasseurs de primes. Pour devenir US Marshal, il faut un diplôme de droit ou avoir servi dans les forces armées. C'est le cas de Tony, vétéran du corps des Marines. Nous avons avec toi John et 4 mecs supplémentaires. Et lui, c'est un des fugitifs les plus recherchés. Cet ennemi public, le voici. En cavale depuis 19 mois, il a tué de sang-froid un rival. Sa tête est mise à prix 2 millions de dollars. Les hommes de Tony viennent de le localiser dans un quartier résidentiel au nord de Los Angeles.
Andrés Jiménez est marshal depuis 10 ans. Il fait partie du commando qui va se charger d'interpeller le fugitif. D'origine vénézuélienne, Andrés a 38 ans, 2 enfants et une femme hôtesse de l'air. Dans son unité, chaque marshal gère une trentaine de dossiers. Nous recherchons des gens très dangereux. La majorité a déjà tué et beaucoup d'entre eux sont armés. Ce sont des bandits qui n'ont peur de rien. C'est risqué pour nous, on ne connaît pas leur réaction pendant l'arrestation. Ils se battent très souvent. Ils sont donc armés et peuvent te tirer dessus. Sur le terrain, il faut vraiment faire très attention. Avec leurs tatouages et leurs dégaines de surfeurs californiens, Andrés et ses collègues n'ont pas le look habituel des policiers américains. Pour passer inaperçus, les US Marshals s'habillent en civil et roulent en voiture banalisée. Cette voiture, c'est mon bureau. C'est là que je passe la majeure partie de mon temps. Et les bandits sont en guerre entre eux. Ils essaient toujours d'étendre leur territoire pour vendre la drogue. Ils sont en guerre et ils sont tous armés, pas seulement pour se protéger de la police, mais aussi pour se protéger des autres gangsters. Et dans quelques heures, Andrés va devoir une nouvelle fois affronter ces bandits armés. Ici, c'est jamais la même chose. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il ne va peut-être rien se passer, ou alors le type va nous tirer dessus ou s'enfuir. Ça, c'est ce qui me plaît dans ce travail. Tu ne sais jamais ce que tu vas faire et chaque cas est vraiment passionnant. Les marshals se retrouvent dans un parking. Ils sont 12. L'homme qui les commande s'appelle Raúl Morales, un des plus grands spécialistes de la lutte contre les gangs. Ses ordres sont clairs et précis. S'il vient de l'est ou de l'ouest de l'immeuble et qu'on a l'opportunité, on l'interpelle. On ne traque pas des citoyens ordinaires, on traque des meurtriers. Il faut garder ça à l'esprit. Cette personne qui a tué quelqu'un encourt la peine de mort ou la prison à perpétuité. Pour lui, tuer une personne de plus, un citoyen ou un flic, ça revient au même. Il n'hésitera pas à tirer s'il en a l'occasion, donc il faut faire très attention. Je ne sais pas si on peut parler de peur, mais en tout cas, on reste très prudent. En route pour la capture, 12 marshals, dont certains sont déjà à l'affût depuis le matin. Vous l'avez compris, les US Marshals réalisent des interpellations beaucoup plus risquées que les chasseurs de primes. Le meurtrier recherché a trouvé refuge dans cet immeuble des Beaux-Quartiers, une planque qu'il partage avec un mafieux russe. Beaucoup d'entre eux ont peur, ils sont en cavale et ont besoin d'argent, de nourriture. Ils veulent communiquer avec leur famille, mais ils ne savent pas en qui ils peuvent avoir confiance. Ils cherchent à se faire des amis, mais ils ne savent pas lesquels finiront par les trahir. C'est une vie très stressante. Les fugitifs que j'ai arrêtés m'ont dit qu'ils avaient eu la vie très dure en cavale. Les derniers renforts se déploient, discrètement. Après des semaines de repérage et de filature, le moment est arrivé d'appréhender le meurtrier. Les marshals sont sûrs de leur coup, mais la tension monte dans les véhicules. On va attendre qu'il sorte. Et si on voit qu'il s'apprête à traverser la rue, on intervient et on le plaque au sol. Je te préviendrai. Garde ta voiture en attendant. Ok, terminé. Ça, c'est le mec russe. Il est torse nu et tatoué, c'est le copain russe du fugitif. Comme s'il se doutait de quelque chose, le russe, un mafieux tatoué jusqu'aux oreilles, s'est livré à un curieux manège. Il a fait semblant d'inspecter son moteur tout en surveillant la rue. Après un moment, il a fini par partir, laissant le champ libre au marshal.
Bon, s'ils sortent ensemble de l'immeuble, on attendra qu'ils traversent la rue. On interviendra juste avant qu'ils montent dans leur voiture. Voilà la voiture. Je pense qu'on peut la voir. Il est à la voiture. Allez, on y va, on y va. Le fugitif n'a pas le temps de comprendre. Au moment où il sort de l'immeuble, il est jeté à terre par les marshals. L'homme tente bien de se débattre, mais il ne fait pas le poids. Il avait un couteau, il a résisté un peu, mais il a fini par se laisser faire, car il y avait beaucoup d'hommes sur lui. Il ne pouvait pas lutter. Ça s'est bien passé, personne n'a été blessé chez nous. Il avait un couteau, pas de pistolet. Ça aurait pu être plus dangereux. Ce gangster était recherché pour avoir abattu un homme de plusieurs coups de feu. Il y avait une prime de 2 millions de dollars pour son arrestation. Il est fiché comme faisant partie d'un gang basé ici à Los Angeles qui s'appelle le Watching Gang. C'est un gang asiatique. Il risque la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité. Les 2 millions de dollars de primes n'iront pas dans la poche des US Marshals, mais serviront à récompenser les informateurs qui ont permis l'arrestation. J'ai rien à dire. Tant qu'on m'aura pas dit pourquoi j'étais arrêté, je ne parlerai pas. Encore une fois, tout dépend de la façon dont ils réagissent, s'ils sortent une arme à feu ou s'ils nous menacent. Ces gens-là ont le pouvoir de vie ou de mort parce que nous, on n'est pas des super-héros, on peut se faire tuer. Si on me tire une balle dans la tête, je meurs, forcément. Ils peuvent nous tuer, donc on prend notre travail au sérieux et on réagit selon leur comportement. On ne tire jamais gratuitement. Le fugitif a été légèrement blessé à la tête pendant son arrestation. Et il va sûrement se plaindre de mauvais traitements. Si tu as besoin d'une cigarette, ne t'inquiète pas, on t'en donne une. La loi l'autorise à être examiné par un médecin. Arrive un camion de pompiers qui va l'emmener à l'hôpital, sous bonne escorte. Après quoi, il risque d'être condamné à mort. C'est la peine prévue pour un homicide dans l'État de Californie. Pour Andrés, retour au quartier général des Marshals. C'est très difficile de devenir marshal, il n'y en a que 3000 aux États-Unis. Chez nous, les règles sont très strictes. Nous devons savoir utiliser nos armes parfaitement. Tous les 6 mois, on passe un test et il faut obtenir un bon résultat. Sinon, on doit le repasser et si on le rate encore, on nous retire notre arme. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes, il ne faut pas confondre. Nous, on ne poursuit pas ceux qui violent leur conditionnel. Andrés est un fonctionnaire qui sert le public. Pas comme ces privés dont il tient à se démarquer. Ceux que poursuivent les chasseurs de primes vont passer 1 semaine ou 2 en prison et seront libérés. Donc ils n'ont pas vraiment peur de se faire arrêter. Les privés, eux, sont payés pour chaque arrestation. Ils récupèrent un pourcentage de la prime. Moi, je peux arrêter 100 personnes ou une seule, je serai toujours payé pareil. Les US Marshals n'aiment pas trop les chasseurs de primes. Ils leur reprochent leur méthode peu scrupuleuse. Un nouvel exemple va nous être donné par Padilla en personne. Un prêteur de caution s'est déplacé pour lui proposer un nouveau contrat. Il s'agit d'aller capturer dès ce soir cet homme, un Mexicain interpellé alors qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue. Les apprentis chasseurs de primes de l'école de Padilla n'en espéraient pas tant. Pour la 2e fois de la journée, ils vont découvrir d'autres ficelles du métier pour forcer la porte d'un fugitif. Toute l'équipe se rend au dernier domicile connu du Mexicain et se retrouve devant la mère de ses enfants, qui tente d'abord de s'opposer à l'intrusion. Bonjour, vous vous appelez comment? Vous êtes seul ici? Qui d'autre habite ici? Salut, désolé de vous déranger. Je voudrais vous montrer des photos. Alors?
Je ne sais pas où il est. Attention, si vous ne parlez pas, vous allez devoir nous suivre. Je ne sais pas où il est. Je vous ai déjà parlé, vous m'avez menti. Quand ça? Quand vous m'avez dit qu'il était en prison alors qu'il était dehors. Non, j'ai dit qu'il... N'aggravez pas votre cas. Tout ce qu'on veut, c'est le retrouver. C'est tout. Ça n'implique personne d'autre et personne ne saura la différence. On ne veut pas créer de scandale. Si vous ne répondez pas, on va vous emmener au tribunal et vous poser les mêmes questions devant le juge. Je suis sérieux. Alors dites-moi où il est. Je ne sais pas. Je sais qu'il devait se présenter au tribunal, mais il n'y est pas allé et il n'est jamais revenu ici. Oui, il n'y est pas allé. Ce sont ses enfants? Vous voulez qu'on perquisitionne? Vous avez un mandat? Oui, j'en ai un. Où est le document? Il y a 3 formulaires. Ok, tu as tout apporté. Une nouvelle fois, Padilla a menti. Le document brandi n'est qu'un mandat d'arrêt qui ne l'autorise en rien à pénétrer dans la maison. Levez-vous de ce canapé, s'il vous plaît, je veux vérifier quelque chose. Vous avez des armes ici? Non. Mais la jeune femme, impressionnée par la menace, a fini par céder. Les chasseurs sont dans la place. Le Mexicain n'est pas là. Je regarde si à la date de son anniversaire, il y a son numéro de téléphone. Il n'y a rien. Padilla a du flair. Alors, il repassera quand? Il ne repassera jamais. Plus jamais? Il va vite retrouver sa piste et vous allez voir comment. Angelo, c'est quand la dernière fois que ton papa est passé? Attendez. Oui, quand? Samedi. Samedi? D'accord. Et voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. La mère n'a rien dit, mais Padilla sait maintenant que le fugitif viendra sûrement le week-end prochain rendre visite à ses enfants. À 80 km au sud de Sacramento, un stand de tir en plein désert. Le rendez-vous de tous les porte-flingues de la région. 357 Smith & Wesson. Entre deux chasses à l'homme, Padilla vient ici s'entraîner avec ses adjoints et leurs élèves. Si tu es patient, tu réussis à tous les coups. Hier, Padilla a raté son Mexicain, mais il reste confiant. Ah, le Mexicain. On a plus d'informations aujourd'hui qu'hier soir. On sait qu'il repasse à la maison parce que le petit garçon a dit qu'il était là samedi dernier. Parfois, on commence une affaire, on ne la résout que plus tard. L'affaire du Mexicain, par exemple, prendra peut-être 1 an. Ce n'est pas grave, on a tout le temps. Parfois, il y a des cas urgents à régler en 2 ou 3 jours. Et là, pas de temps à perdre. Et puis, ce jour-là, le plus célèbre chasseur de primes du monde s'apprête à intervenir à la télé. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. C'est un habitué des plateaux. Ses exploits ont fait de lui une star. Ça commence dans 15 secondes. Le cow-boy Padilla est régulièrement l'invité de l'émission quotidienne de faits divers de CNN, le Nancy Grain Show. Léonard Padilla? Ah, il est fameux. Et oui, je suis fameux parce que je suis le meilleur dans ce que je fais. Je ne rate jamais rien, je réussis tout. Et je suis productif. Et il capture plein de monde. Et combien de millions de dollars vous avez gagné? Assez pour aller en prison parce que je n'ai pas payé mes impôts pendant 3 ans. Allez, on s'en va. À demain, amigo. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes trop timide. Comment vous vous appelez? Brenda. Brenda comment? Burns. Et le bébé? Savannah. Je regarde le Nancy Grace Show tous les soirs. Avant de repartir en chasse, le boss se plie volontiers à une séance d'autographe. La célébrité, il aime ça, Padilla. Padilla a même son émission de télé. Dans un décor de mauvais western, le chasseur de primes y fait sa propre pub. Si vous croisez mon chemin, vous irez en prison. Till the day I
Hollywood. Ici, tout est spectacle, même le crime. Cet homme l'a compris, il exploite le filon. Producteur de télé à la mode, il a inventé un nouveau programme qui met en scène des chasseurs de primes en pleine chasse à l'homme. Cette émission s'appelle Les Fugitifs de la loi. Ici, en Amérique, les téléspectateurs veulent de l'action et de la violence dans leur programme. Et voici un de leurs exploits filmés de bout en bout. Ce n'est pas du cinéma, mais une vraie chasse à l'homme. Dans une ferme du Texas, un fugitif s'est retranché. Les chasseurs de l'émission l'encerclent avec hélicoptère, voiture blindée et fusil à lunettes. Le tout payé par la production. Pour déloger le fugitif, les chasseurs précipitent leur 4x4 contre une baraque en planche. Put it down! Put it down! Put it down! Put it down! You got pepper spray? Drop it. Drop it. Aveuglé par le gaz, l'homme est plaqué au sol, réduit à l'impuissance. Le plus incroyable, c'est que cette femme et ces hommes sont de vrais policiers, membres d'une unité antiterroriste qui se vendent le week-end aux producteurs de l'émission. La télé-réalité dans sa version la plus crue, le crime au service de l'audimat. Ici, en Californie, tout le monde adore Hollywood et la célébrité. Qu'ils soient policiers ou criminels, les gens veulent leurs 15 minutes de gloire. Peu importe que ce soit la police, les criminels, ce qui compte, c'est la célébrité. Tout le monde veut ces 15 minutes de gloire. Les gangs sont la plaie de l'Amérique, notamment en Californie. Misère, chômage, tension raciale, un mélange explosif. Rien qu'à Los Angeles, la police recense 250 gangs et 150 000 gangsters qui, chaque année, commettent plusieurs centaines de meurtres. Pour les US Marshals, ce sont les fugitifs les plus difficiles à interpeller. À 200 km à l'ouest de Los Angeles, Santa Barbara. Une ville bourgeoise de 400 000 habitants qui, depuis plusieurs mois, vit dans la terreur de la guerre des gangs. 11 h du soir, dans la suite d'un motel, nous retrouvons Tony Burke, le patron de la force d'intervention des Marshalls. Ici, il y a 2 gros gangs qui posent beaucoup de problèmes. De meurtres, de drogue et de courses-poursuites en voiture. En fait, c'est ça le comté de Santa Barbara. Le gang que les Marshalls s'apprêtent à frapper s'appelle l'East Side Gang. Récemment, ses membres ont commis 2 assassinats et 6 tentatives d'assassinat contre des concurrents du marché de la drogue. 4 h du matin, 450 policiers se pressent dans un gymnase. Tony et ses US Marshals sont venus renforcer le FBI, la police de Santa Barbara, les hommes du shérif et les agents des douanes. Autant d'uniformes différents pour une 50aine d'objectifs. Raúl Morales, le spécialiste des gangs, est chargé de l'arrestation de 2 gangsters soupçonnés d'être les auteurs des meurtres. Le premier, le voici. Un latino qui, à cette heure-là, dort encore sur ses 2 oreilles. Un des chefs du gang qui peut compter sur la solidarité et la protection de son groupe. Miguel, le numéro 1. Son casier judiciaire comprend la possession de drogue, achat de drogue, résistance devant les forces de police et vandalisme avec des Elite Fit. L'un d'eux a un passé criminel particulièrement chargé, avec violence avec armes. L'ATF, l'agence fédérale chargée de lutter contre les trafics d'armes, d'alcool, de tabac et d'explosifs, enquête depuis plus d'1 an. Une SWAT, une équipe d'assaut comparable au GIGN français, va épauler les hommes de Morales. Les arrestations vont se faire simultanément aux 4 coins de la ville. À 6 h du matin, l'heure légale, l'assaut est donné à la maison du gangster latino.
L'effet de surprise fonctionne à plein. Le suspect est cueilli au saut du lit, sans opposer de résistance. Il doit maintenant répondre aux questions des enquêteurs sur les 2 assassinats et sur son appartenance à l'East Side Gang. Pour Raúl Morales, mission accomplie. Oui, la cible est là. On va l'interroger maintenant et fouiller. Quand on est entré, il était dans la pièce du fond. Il a couru jusqu'au garage et c'est là qu'on l'a intercepté. Donc maintenant, on va aller l'interroger, lui poser des questions relatives à ses liens avec son gang et on va aussi entamer une fouille des lieux. Les marshals ont passé la maison du fugitif au peigne fin. Ils ont découvert des armes et des photos qui confirment son appartenance au gang qui terrorise Santa Barbara. Mais pas de preuves directes de sa participation au meurtre. La journée est loin d'être terminée. La seconde phase de l'action pour Raúl Morales et ses hommes, c'est la capture d'un 2e gangster, tout aussi violent que le précédent. Christopher, l'autre chef de l'East Side Gang. On a un mandat d'arrêt pour Christopher. Il mesure près d'1,80 m, il pèse 93 kg, il est né en 79. Son casier comprend cambriolage, vol, trafic de voitures, bagarre et conduite en état d'ivresse. Il a récemment été arrêté après une course-poursuite pendant laquelle il a laissé tomber une arme à feu, d'accord? L'État de Californie a déclaré la guerre aux gangs. Et ces marshals sont en première ligne. Il faut absolument arrêter les tueurs, prouver que la loi a toujours le dernier mot. Prévenez-nous quand vous êtes prêts, à l'arrière. Police, on a un mandat d'arrêt, ouvrez la porte. Police, ouvrez la porte. Aucun mouvement. Bélier. Vas-y. Yeah, where you're at. Police department! Step to the left. Wait, flow to the left. I got the long hallway. Okay, ready? Closet. 2 coming out. Where? Okay, with you. Let's go. Okay, ready? Police department. Clear. Clear. Police department with warrant. Police with warrant. Closet to the right. Okay. Behind the door. I got behind the door, Joe. Clear. Bathroom, right. That's the closet. Okay. Clear. Clear. What we like to do on the search back is just make sure that Faut vérifier qu'il n'est pas caché derrière des vêtements. Mais je n'ai pas entendu de bruit, j'ai pas entendu de mouvement, donc je pense pas qu'il soit ici aujourd'hui. Maintenant, on va fouiller le garage et s'assurer qu'il ne se cache pas là-bas. Mais il semble bien qu'il n'y a personne. J'ai entendu aucun mouvement.
Mais on a un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition, donc on a pu pénétrer dans la maison. Et on n'a pas besoin qu'il soit chez lui pour qu'on ait le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'on prend? Comme la dernière fois, tout ce qui pourrait le rattacher à un gang, des photos, des lettres. Gang paraphernalia, photographs, letters, so forth. Okay? Maintenant, place aux experts. Ils vont tout fouiller, tout examiner à la recherche de preuves. Les rats se précipitent vers les ports. Moi, je dis merde aux lois. Ce cahier, ces poèmes chargés de haine contre les flics, confirment que le fugitif appartient bien au gang. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Le fameux mandat de perquisition, c'est tout le problème de Padilla et des chasseurs de primes. Comme ils ne l'ont pas, ils sont toujours limites dans leurs interventions. Dernier exemple, la cible, c'est ce fugitif de 40 ans. Encore un toxicomane, à 16 heures, petit dealer de crystal meth, la drogue à la mode en Californie. Mise à prix, 35 000 $. Libéré sous caution, il ne s'est pas rendu à son procès. Les chasseurs de primes ont localisé sa planque chez sa petite amie. Ils sont convaincus que leur homme se cache à l'intérieur, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Alors finalement, ils se permettent de forcer une fenêtre. Tu sais, s'il est là, tu iras aussi en prison. Je sais, mais il n'est pas là. Déborah, ouvrez la porte. S'il est là et que vous nous laissez entrer, vous n'aurez pas de problème. De toute façon, on rentrera, on va casser la porte. Viens ici et ouvre la porte. Ouvre la porte. Et ne touche pas à cette fenêtre. Lâchez ma fenêtre. Je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas venu ouvrir. Il n'est pas là. Va ouvrir la porte, maintenant. Je ne vous ouvrirai pas. Ouvre-la. Lâchez ma fenêtre. Je vais être obligé de passer par la fenêtre. Très bien, passez par la fenêtre. Devant la menace, Jeff, le fugitif, finit par se montrer. Jeff, levez les mains que je puisse les voir. Jeff, levez les mains et allez à la porte de devant. Il se dirige vers la porte. Une fois de plus, l'intimidation a payé. Personne ne résiste à Padilla, pour qui le baratin est aussi important que le flingue. Cette nouvelle capture lui rapporte 3 500 $. C'est bien lui? Les chasseurs de primes se justifient en soulignant les risques qu'ils prennent. Les drogués, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Il peut y avoir des gens dans la maison qui vont devenir agressifs tout d'un coup. Aussi parce qu'ils ont leurs propres problèmes avec la police. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est recherché et cette personne va décider d'agir pour aider le fugitif. On ne sait jamais. Donc on se dépêche, on l'arrête, on l'emmène et c'est fini. On a fait ce qu'on avait à faire. Quand vous avez goûté à la chasse à l'homme, vous ne pouvez plus chasser autre chose. Ce matin, un fugitif est mort, abattu par un chasseur de primes. Comme toutes les chasses, celle-ci a ses accidents. La bavure la plus récente remonte au mois de mai 2008. À Lakewood, sur la frontière canadienne, un fugitif de 34 ans est mort sous les balles de 2 chasseurs de primes. La victime, cubaine, un sans-papier, vendait de la drogue. Pas de quoi émouvoir l'opinion publique américaine. Parce qu'ils font le ménage chez les petits délinquants, les chasseurs de primes se jugent souvent au-dessus des lois. N'importe quel particulier peut entrer dans une maison sans mandat d'arrêt. La police a besoin soit d'une permission, soit d'un mandat. Les chasseurs de primes sont un peu plus brusques dans leur manière. Ils disent « laissez-moi entrer ». Si vous les laissez entrer, ils ont le droit d'être là. Ils ne peuvent pas entrer de force. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les chasseurs de primes. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Ils ne peuvent pas vous menacer avec une arme dans le feu de l'action pour vous forcer à les suivre, ni entrer chez vous par effraction, ni frapper les membres de votre famille, ni saisir votre voiture.
Ils doivent respecter la loi. La question est de savoir si les procureurs sont disposés à engager des poursuites contre les chasseurs de primes. Et la plupart du temps, ils refusent de les attaquer car ce sont les chasseurs de primes qui doivent arrêter les méchants pour leur compte. Et le plus important, c'est que les méchants soient arrêtés. Donc, les procureurs ferment les yeux. C'est archaïque, très archaïque. Et cela ne coûte rien aux contribuables. Ce qui est génial dans ce système, c'est que les prêteurs sur gage et les compagnies d'assurance paient nos services. Et ça marche très bien. Méthode de cow-boy, mais business rentable. Sur le marché de la justice, en Amérique, les chasseurs de primes ont encore de beaux jours devant eux. C'est la ville de tous les excès, Las Vegas, un paradis pour les fêtards. Mais comme toutes les grandes métropoles américaines, ici aux heures de pointe, les embouteillages sont à perte de vue. Aux États-Unis, les chaînes de télévision sont bien conscientes du problème, alors elles mettent les grands moyens pour informer les conducteurs. À Las Vegas, l'émission que les téléspectateurs ne manquent pas, c'est celle de Ken Smith. Plusieurs fois par jour, ce présentateur vedette réalise des flashs sur l'état du trafic en direct à bord de cet hélicoptère spécialement adapté. Il y a toutes sortes de boutons pour contrôler cette petite caméra. C'est elle qui me filme. Et j'alterne avec la caméra boule à l'avant de l'appareil. Et je peux tout enregistrer si je veux. C'est mon bureau aérien. Je m'installe. Il faut mettre la ceinture. Il faut que j'arrête les repas copieux. J'ai du mal à la boucler. Ken Smith plaisante, mais ces journaux sont suivis par plus de 400 000 téléspectateurs. À ses côtés, un ancien pilote de la police l'accompagne dans les airs depuis près de 8 ans. Vas-y, dirige-toi vers le stade là-bas. Accident de voiture, bouchon. Chaque jour, dès 7 h du matin, le présentateur vedette fait un état des lieux du trafic. Mais aujourd'hui, c'est un autre événement qui va faire l'ouverture de son journal. On vient juste d'être prévenu qu'il y a une course-poursuite sur l'autoroute 15. Apparemment, un chauffard poursuivi par la police a abandonné sa voiture et il s'est enfui à pied sur l'autoroute. On va aller sur cette affaire. Ce métier, c'est toujours comme ça. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. D'une seconde à l'autre, ça change. Grâce à son hélicoptère, le journaliste peut traverser la ville en moins de 2 minutes. On dirait qu'il y a beaucoup de dégâts. Depuis les airs, le point de vue est idéal pour filmer avec son puissant zoom. Pour échapper à la police, le chauffeur a heurté plusieurs véhicules. Il a abandonné ce pick-up gris et il s'est enfui à pied dans le parking d'un supermarché. Ken Smith annonce la nouvelle à ses téléspectateurs en direct. Et on retrouve Ken Smith en direct. Il suit une course-poursuite qui s'est terminée au supermarché. Oui, on survole en ce moment les lieux de la poursuite. On l'a loupé de peu. Ça s'est terminé ici, au supermarché. Le suspect s'est enfui à pied. Il est actuellement au 2e étage de ce parking où il a été interpellé par un officier de police. C'est là que la course-poursuite s'est arrêtée. Et croyez-le ou non, je ne sais pas qui était dans ce véhicule, mais il a eu de la chance. Il a traversé ces 8 voies à pied sans être heurté par une voiture. Et regardez maintenant, c'est là que tout a commencé. Vous pouvez voir des officiers de police et les dommages que le suspect a provoqués sur les véhicules d'autres conducteurs. Apparemment, il avait heurté au moins 2 autres voitures. Arrêté par la police, le fugitif légèrement blessé est transporté à l'hôpital avant d'être incarcéré. Pour délit de fuite, il risque 10 ans de prison. Pendant plus d'1 heure, Ken Smith enchaîne les directs. Pour lui, c'est la routine. Aux États-Unis, les affaires sensationnelles comme celle-ci sont quasi quotidiennes. Accidents, bagarres, arrestations musclées. À bord de leurs hélicoptères, les journalistes américains traquent tous les jours les délinquants de la route. Le dernier fait divers qui a tourné en boucle sur les écrans, c'est cette course-poursuite particulièrement violente dans les rues de Los Angeles.
Regardez-moi ça. Dans cette voiture volée, le conducteur, pris en chasse par la police, prend tous les risques. Il finit par perdre le contrôle de son véhicule, mais sa course folle ne s'arrête pas là. Revolver à la main, il tente alors de voler une autre voiture. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il essaye de faire un carjacking. Une poursuite de près d'1 heure. Bloqué par les embouteillages à la tombée de la nuit, le fugitif s'apprête à dérober un autre véhicule quand les policiers le stoppent en lui tirant dessus. Hospitalisé, l'individu a survécu à ses blessures et il attend aujourd'hui son procès. Il risque 28 ans de prison. Au sud-est des États-Unis, Phoenix, la capitale de l'Arizona. Plantée au milieu du désert, cette mégapole de plus de 4 millions d'habitants est entourée par 2000 km de voies, dont 2 autoroutes majeures. Des axes très fréquentés, surveillés 24 heures sur 24 par une unité de police spécialisée, la Highway Patrol. 3000 agents exclusivement dédiés à la surveillance des autoroutes. Il est 7 heures du matin. À son domicile, l'officier Tate Headley se prépare à prendre son service. Ok, c'est bon. À 34 ans, il fait partie de cette unité d'élite. Une mission à haut risque. Alors Tate ne sort jamais de chez lui sans être lourdement armé. Ça, c'est l'un de mes pistolets personnels. Je le garde tout le temps avec moi. C'est un 45. Et mon arme de service, que je prends surtout pour le travail. Il y a une lumière dessus. Je le garde à la ceinture. Il faut toujours l'avoir à portée de main. Comme ses collègues, l'officier travaille en solo. En alerte 7 jours sur 7, il garde sa voiture de fonction devant chez lui et en cas de grosse opération, toujours à portée de main, une arme de gros calibre. C'est mon fusil d'assaut. Il y a 2 chargeurs de munitions. C'est très utile car les voyous, les suspects, ils n'aiment pas ce genre d'arme. Ils ont plus peur de ça que de mon petit pistolet. En Arizona, le port d'armes est légal. Alors Tate sait qu'à tout moment, lors d'un simple contrôle, il peut être confronté à une situation très périlleuse. Sur son secteur, une autoroute est d'ailleurs réputée pour être l'une des plus dangereuses du pays, l'Interstate 10. 240 km de bitume entre Phoenix et la Californie voisine. Il y a 5 ans, cet axe à grande vitesse a enregistré un triste record, 85 morts la même année. Tate Headley vient tout juste de prendre son service et déjà, un premier accident. Regardez l'essence par terre. Ça vient du véhicule accidenté. Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est légèrement blessée. Autour d'elle, une équipe de pompiers effectue les premiers soins. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Ah ok, elle a heurté le mur là-bas? Ouais. La conductrice est choquée, mais dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien. Une affaire vite réglée pour les officiers. Sur cette portion d'autoroute, Tate effectue chaque jour des contrôles de vitesse pour dissuader les chauffards. Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de constater une infraction. On va aller choper cette voiture. Je l'ai flashée à 134 km/h. 134 au lieu des 120 autorisés. Une infraction qui peut paraître minime, mais aux États-Unis, les officiers de la Highway Patrol ne plaisantent pas avec la vitesse au volant. Un automobiliste attrapé à plus de 136 km/h risque 30 jours de prison. Bonjour, Highway Patrol. Cette conductrice échappe de peu à une incarcération. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous rouliez à 134 km/h. À 2 km/h près, vous alliez en prison. Pour avoir roulé à 14 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'amende est de 180 €. La jeune femme perd 3 points sur son permis de conduire. Le système est comparable à celui qui existe en France. Pour Tate, c'est un cas classique.
Et s'il est aussi intransigeant, c'est qu'en Arizona, lui et ses collègues en voient de toutes les couleurs. Particulièrement à la nuit tombée. 22 h, ce soir c'est l'officier Sam Chacon, un collègue de Tate, qui est de service. Il vient d'être appelé pour une urgence. Il y a un véhicule qui roule en sens inverse sur une route très fréquentée. C'est très dangereux. C'est un tronçon à grande vitesse, il faut faire vite. L'officier Chacon et tous les policiers présents dans le secteur doivent tenter d'intercepter l'individu avant qu'il ne provoque un accident. Sam n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le chauffard a été repéré. Il est l'un des premiers sur les lieux. Bonne nouvelle, le chauffard qui conduisait cette voiture rouge vient tout juste d'être arrêté. Hey, salut. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, je te raconte vite fait. Quand je suis arrivé, il était en sens inverse sur la deuxième voie. Ses phares étaient tout éteints et il était à moitié endormi. Il a été surpris. Il s'est demandé ce qui se passait. Les policiers ne comprennent pas ce qui a poussé ce conducteur à rouler en sens inverse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Où est votre deuxième chaussure? L'individu d'une cinquantaine d'années semble totalement désemparé. Il lui manque une chaussure et il a de grosses difficultés à répondre aux questions des officiers. C'est quoi votre nom? Art. Venez ici près de votre voiture. Non, pas du côté de la route, de l'autre côté. Par ici, revenez. L'officier Chacon suspecte une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Mais dans l'Arizona, la loi ne l'autorise pas à effectuer un éthylotest, ni même un prélèvement salivaire pour détecter une prise de drogue. Seule l'analyse de sang est valable devant un tribunal. Avant d'emmener ce conducteur au poste, Sam doit suivre un protocole très précis. Ok, ce que je veux que vous fassiez, c'est suivre du regard mon crayon. Vous portez des lentilles de contact? Non. Des lunettes? Non. Ok, donc on y va, suivez mon crayon. Cet exercice a pour but de déterminer si le conducteur a des problèmes pour coordonner ses mouvements, ce qui indiquerait une consommation d'alcool ou de drogue. Ok, les paumes vers le haut. L'officier cherche également des traces de produits stupéfiants et de piqûres sur les mains et les avant-bras. Vous pouvez retrousser vos manches, s'il vous plaît? Laissez-moi regarder vos bras. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et mettez la tête en arrière. Ok, quel type de drogue avez-vous consommé dans le passé? Pas de drogue, je prends juste des médicaments contre la douleur. Pas de traces de produits stupéfiants, ni même de signes indiquant une consommation d'alcool. Ce sont peut-être les médicaments qui sont à l'origine du comportement étrange de ce conducteur. Dans le doute, l'officier Chacon décide de passer son véhicule au peigne fin. Si on se base sur sa conduite et sur son attitude étrange, et sachant qu'il a l'habitude de prendre des médicaments, je vais l'arrêter pour suspicion de conduite sous influence. Mais il va falloir que je vérifie qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un problème de santé mentale. Car si c'est ça, si on a affaire à quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques, il faudra que je lui trouve une assistance médicale. La réponse, Sam va finalement la trouver dans la boîte à gants. Des médicaments et des petits tubes de couleur verte. On dirait du cristal meth, de la méthamphétamine. Une drogue de synthèse très puissante et très addictive qui fait des ravages aux États-Unis. Ça stimule le système nerveux. C'est illégal. Ce n'est pas un médicament. Ici, c'est fabriqué de manière clandestine. Pour conduite sous méthamphétamine et pour la possession de cette drogue, l'homme risque plus d'1 an de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les délinquants de la route. Dans la plupart des États américains, un automobiliste qui ne paye pas ses contraventions risque la prison, même pour une simple amende de stationnement de 10 euros. Au sud du pays, à Lafayette, une petite ville de Louisiane,
Les autorités ont même une méthode très originale pour rappeler à l'ordre les mauvais payeurs. Dorlin Noel est Marshall. Sa mission, arrêter les individus qui sont recherchés par la justice. Certains pour vol, d'autres pour meurtre. Mais la moitié d'entre eux sont de simples citoyens qui n'ont pas payé leur contravention. Bonsoir, ça va? Et pour mettre la main sur ces contrevenants, elle a une arme imparable, une émission de télévision. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Régler vos comptes, votre émission du mercredi. 2 fois par semaine, pendant plus d'1 heure, le Marshal énonce à l'antenne l'identité des citoyens qui n'ont pas payé leurs amendes et qui n'ont pas répondu à la convocation du juge. En coulisses, ces équipes diffusent leurs portraits. Mandat d'arrêt pour non-port de la ceinture, 35 $ d'amende. On vous a laissé 4 messages. Ronnie, qui habite à New Iberia, mandat d'arrêt pour non-présentation du permis, 500 $ d'amende à régler. Un numéro d'appel est incrusté à l'écran pour joindre le bureau du Marshal. Le but, inviter les contrevenants à se livrer, mais surtout inciter les téléspectateurs à faire de la délation. À Lafayette, le show fait un carton d'audience. Plus de 60% des habitants suivent le programme avec assiduité. Les gens appellent de partout, même de prison. Les détenus regardent l'émission. Quand ils voient un de leurs amis à l'antenne, ils nous appellent pour nous dire où les trouver. La méthode est surprenante, mais ici, on s'en félicite. Pour le Marshal Norwell, c'est même une dernière chance qui est donnée aux contrevenants. Certains sont surpris, d'autres sont choqués. Mais vous savez, il vaut mieux qu'ils se livrent, plutôt qu'on aille chez eux, frapper à leur porte et les arrêter par la force. Car tous les jours, ses collègues parcourent la ville à la recherche des mauvais payeurs. C'est le bureau des marshals. Vous devez sortir si vous êtes à l'intérieur. Ceux qui se font attraper finissent en prison jusqu'au paiement de leurs dettes. Cela arrive à des centaines de milliers d'Américains chaque année. Salut ma chérie, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Kiana a eu affaire à ces marshals, et plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux manger ma chérie? Quelque chose de sucré. À 37 ans, cette mère de famille est sans emploi. Avec sa fille de 9 ans, elle a du mal à joindre les deux bouts. Alors, ces contraventions, elle n'a jamais eu les moyens de les payer. Excès de vitesse à 100 €, problème de plaque d'immatriculation à 50 €, elle a accumulé les dettes et les marshals l'ont mise en prison 14 fois. En tout, elle y a passé plus de 3 mois. Celle-ci, c'est 270 €. Là, c'est 230. Ce sont de simples contraventions. J'ai toujours essayé d'expliquer ma situation, mais la plupart du temps, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste de l'argent. Ils ne veulent rien savoir, pas même que j'ai un enfant. Ils me disent qu'eux aussi en ont et que je dois juste payer. À cause de ces arrestations, Kiana a un casier judiciaire et encore plus de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, elle se considère victime d'une forme de racket, dont sa fille Rose pâtit également. Lors de son dernier séjour en prison, sa fille a dû être placée en foyer pendant 2 semaines. Ça n'a pas de sens. C'est injuste. C'est difficile d'expliquer à mon enfant que je suis partie tant de fois, si loin, juste pour des contraventions. Depuis son dernier séjour en prison, il y a un peu moins d'1 an, Kiana n'a pas réutilisé sa voiture. Et elle s'est jurée de ne plus jamais conduire. Aux États-Unis, en matière de sécurité routière, l'un des plus mauvais élèves, c'est l'État de Californie. Sur ces autoroutes, les autorités enregistrent 3000 décès par an, 750 rien qu'à Los Angeles. Cette réalité macabre alimente une véritable industrie du spectacle. Chaque jour, des dizaines de paparazzi parcourent les rues de la ville à l'affût de ces accidents de voiture pour revendre leurs images aux chaînes de télévision. Il est 18 h. À son domicile au nord de la ville,
Howard se met en condition avant une longue nuit de travail. Là, je prends un café et ça va me réveiller avant qu'on parte. En général, je n'en ai pas besoin, c'est l'adrénaline qui me motive. Mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Le jour, Howard est chef de projet pour une entreprise de multimédia. La nuit, il chasse les scoops avec sa caméra. C'est devenu sa passion. Pour pouvoir filmer les accidents de la route, il a équipé sa voiture de scanner dernier cri. Dès qu'une alerte est annoncée sur les ondes de la police, le paparazzi est à l'écoute. Aux États-Unis, c'est légal. Là aussi, j'ai les fréquences de la police, des pompiers. J'ai une caméra à l'avant de la voiture, une caméra à l'arrière et des feux de détresse un peu partout. C'est mon bureau, je l'adore. 22 h, sur les ondes, une première alerte attire l'attention du paparazzi. C'est à Long Beach, il y a 2 véhicules accidentés. L'un est entré dans une borne à incendie, l'autre dans une maison. Ça m'a l'air d'être un bon plan. J'adore ça. On n'est pas très loin du lieu de l'accident. On va même peut-être arriver avant la police. Il faut rouler vite, car il nous faut les victimes. Quand on va sur un feu, par exemple, il faut avoir les flammes, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ça peut être dangereux, mais ça peut rapporter gros. Pour un bon fait divers, les chaînes de télévision peuvent payer jusqu'à 4 000 €. Alors, pour obtenir ces images, Howard ne recule devant rien. Il roule à plus de 130 km/h dans les rues de Los Angeles. En moins de 10 minutes, le paparazzi est sur le lieu de l'accident. Ça a l'air assez méchant. L'un des 2 véhicules est rentré dans la maison. Apparemment, ils ont déjà embarqué les blessés. Les 2 voitures se sont percutées à vive allure. Celle qui a heurté la borne à incendie est bonne pour la casse. L'autre a fini sa route dans le jardin de ce petit pavillon. On dirait que la voiture a percuté le muret et a traversé le jardin. Et elle a terminé sa route dans le mur. On dirait que c'est sérieux. Au fond du jardin, encastré dans ce muret, cette voiture est celle du chauffard. Fortement alcoolisé, il a été emmené au poste de police. Ses passagers sont indemnes. Par chance, le conducteur de l'autre véhicule n'a été que légèrement blessé. C'est cet homme, en veste à carreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire? Le gars nous a fait une queue de poisson, il nous a percutés. Vous alliez dans quel sens? Par là? Oui. Ça va? Mon dos me fait mal. C'est une bonne histoire. Il a l'air quand même pas mal blessé. Pour intéresser les télévisions américaines, Howard a besoin de détails croustillants. Alors le paparazzi cherche des témoins de l'accident. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé? Et vous? Non? Bon, d'accord. Au milieu de son jardin, cette femme est la propriétaire du pavillon endommagé. Pour le paparazzi, son témoignage est crucial. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous dormiez? Je dormais avec les enfants, oui. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes sorti? Il y avait beaucoup de gens et cette voiture dans le jardin. Ça m'a fait très peur. Vous n'avez rien? Vous êtes choqué? Oui, je suis choquée. Sinon, tout le monde va bien. Ok, merci. C'est toujours bon d'avoir la version des victimes. Ça donne une autre vision des faits. C'est différent de ce qu'on peut voir. Il faut ce genre de témoignage. Avant de quitter la scène de l'accident, Howard poste ses vidéos sur Internet. Pour vendre ses images, il n'a pas besoin de passer des dizaines de coups de fil. Les chaînes de télévision américaines connaissent son travail et viennent se servir sur son site web. Même si cet accident reste une petite affaire locale, il espère gagner quelques centaines de dollars. C'est un accident très visuel. Les télés aiment quand c'est visuel. C'est mieux qu'une scène de crime où les policiers te bloquent et où je suis obligé de filmer la victime de très loin. Là, on est vraiment au cœur de la scène. On a plein de matière pour faire une bonne histoire. Un conducteur bourré qui finit dans un bâtiment, ça peut faire de l'argent. 15 ans qu'il sillonne le bitume à la recherche de scoops. Alors, Howard sait parfaitement quelles sont les images dont les journaux télévisés raffolent. Son dernier gros coup, c'est ce fait divers qui s'est déroulé à quelques centaines de mètres des studios d'Hollywood, il y a moins d'1 an. Une véritable scène de guerre au cœur de Los Angeles. 2 h du matin, la police vient d'être appelée pour un vol de voiture.
Entre le suspect et les forces de l'ordre, une course-poursuite s'engage à plus de 180 km/h. Dans sa fuite, le chauffard percute plusieurs automobilistes. 5 personnes sont grièvement blessées. Le fugitif finit sa course entre ces 2 immeubles et succombe à ses blessures. Aux premières loges, Howard n'en perd pas une miette. Ces images vont faire le tour de toutes les télévisions américaines. Au siège d'ABC News, la principale chaîne locale de Los Angeles, chaque matin, le service d'information consacre 10 flashs d'1 minute 30 à l'état du trafic routier. Bonjour et merci Scott. Nous avons de nouvelles alertes dans les comtés de Los Angeles. La Miss Météo de la route, c'est Alicia Del Valle. Accident, bouchon, rien ne lui échappe. Et pour alimenter ces flashs, ses équipes font chaque jour le tri des images spectaculaires rapportées par les paparazzi. Aujourd'hui, c'est un accident de camion qui retient l'attention du rédacteur en chef. Ça, c'est vraiment une grosse affaire. Il y a 2 semi-remorques qui se sont percutés. L'un des 2 est encore là. Ils essaient de nettoyer l'autoroute. Et vous pouvez voir que beaucoup de voies sont bloquées. C'est des centaines de milliers de voitures qui roulent au pas à cause de cet accident. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette histoire dans les gros titres, pour alerter les gens et leur dire de prendre un autre itinéraire, pour qu'ils ne soient pas bloqués dans ces bouchons. Cette image va être diffusée en boucle sur la chaîne. Et dans son journal, la présentatrice Alicia Del Valle prodigue des conseils à ses téléspectateurs pour contourner l'obstacle. 2 semi-remorques se sont percutées. 2 voies ont été réouvertes sur l'autoroute 60. Empruntez plutôt l'autoroute 10. À tout à l'heure. L'émission existe depuis plus de 50 ans. Ici, c'est même devenu une institution. Alicia Del Valle est suivie tous les jours par plus de 300 000 téléspectateurs. Je pense qu'à Los Angeles, on est très différent de Boston ou New York, où il y a beaucoup de transports en commun. Il n'y a pas besoin d'avoir une voiture dans ces villes, alors qu'ici, c'est le contraire. Il y a même eu une chanson là-dessus, « Personne ne circule à pied à Los Angeles ». Depuis quelques années, c'est grâce à une nouvelle forme de délinquance routière que la chaîne fait ses records d'audience. Des vidéos, cette fois-ci filmées par des amateurs. Hé toi, descends de ta voiture. Tu me menaces? Ouais, je te menace, je vais te péter ta petite gueule. Un conducteur qui en menace un autre. Un automobiliste pris à partie par 2 motards en colère. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. On appelle ça le road rage. Des citoyens ordinaires qui deviennent agressifs à la suite d'un simple clignotant oublié ou d'un mauvais comportement sur la route. Un phénomène présent dans toutes les grandes villes du monde, dû aux embouteillages et au stress au volant. Mais aux États-Unis, c'est parfois à coups de revolver que les conducteurs règlent leur compte. J'ai un flingue chargé. Je vais te faire exploser la tête. Il y aurait chaque année plus de 1500 road rage. À Los Angeles, une vidéo amateur a particulièrement choqué les Américains. En chemise violette, Jerry Patterson, un banquier de 47 ans, a effectué par mégarde une queue de poisson à un autre véhicule. Il s'est aussitôt excusé, mais les 3 occupants n'ont rien voulu entendre. Il est 15h30. Au milieu de l'autoroute, la bagarre éclate. Sous le regard des autres automobilistes, 2 des 3 occupants de la voiture vont le rouer de coups. Ils finiront par prendre la fuite en laissant Jerry Patterson inconscient sur l'autoroute. Hé mec, lève-toi. Alors, tu peux plus te lever? L'État le plus touché par cette nouvelle criminalité routière, c'est la Floride, au sud-est du pays. À West Palm Beach, au nord de Miami, un père de famille de 32 ans a échappé à la mort de justesse. Aujourd'hui, il a décidé de militer contre les road rage. Steven Simon est pasteur. Il y a quelques mois, un individu lui coupe la route. Steven répond par un simple appel de phare et la situation dérape. Je conduisais tranquillement
Et d'un coup, une voiture est arrivée sur mon côté. Alors je l'ai regardé comme je regarde cette voiture blanche qui passe. Et là, il m'a tiré dessus directement, à 2 reprises dans la tête. J'ai reçu une balle dans le front et une autre là, pile entre les 2 yeux. Alors j'ai perdu conscience. Et là, la voiture s'est mise à faire des têtes à queue. 10 jours d'hôpital, et par miracle, le pasteur Simon survit. Il ne garde aucune séquelle, à l'exception de ses impressionnantes cicatrices sur le crâne. Ce que vous voyez là, c'est une crâniectomie. Ils ont ouvert entièrement mon crâne en 2 pour enlever les balles de ma tête. Ils en ont trouvé 2. Une en dessous de l'œil et une autre dans mon front. Mais elle n'avait pas touché mon cerveau. Le pasteur en est convaincu, c'est Dieu qui l'a sauvé pour lui permettre de répandre la bonne parole. Comment tu vas, ma puce? C'est bon de te voir. Ce soir, à l'église, devant une assemblée de fidèles fascinés, il va consacrer son prêche à un sujet qu'il a marqué dans sa chair, la sécurité routière. Prions pour que Dieu bénisse les conducteurs du monde entier et pour qu'ils mettent fin au problème du road rage. Certains d'entre vous en commettent, je le sais. Ils sont énervés au volant, n'est-ce pas? Et pour être honnête, même moi, alors que je me suis fait tirer dessus, je continue à klaxonner. Allez mec, bouge ta voiture! Mais il faut que je me souvienne de ce qui s'est passé. Les paroissiens ont compris le message, mais le pasteur aura bien besoin de l'aide de Dieu pour régler les dérives liées à la route. Car aux États-Unis, il y a un autre culte qui rassemble des millions de fidèles, le culte de l'automobile. Pour s'en rendre compte, retour à Phoenix, la capitale de l'Arizona. Chaque week-end, à la nuit tombée, les parkings du centre-ville sont pris d'assaut par des fous du volant et des mordus de mécaniques qui viennent confronter leur bolide. Voitures de collection, vieilles cylindrées ou engins de course au moteur trafiqué. C'est à qui exhibera le véhicule le plus original. Est-ce que j'aime ça? Oh ouais, j'adore. La voiture ici, c'est une passion, une façon de se montrer, d'exprimer son talent. C'est aussi un bon endroit pour se balader en famille. Un peu à l'écart, des jeunes conducteurs en profitent pour faire chauffer les pneus et ronfler les moteurs. En quelques minutes, le parking prend des allures de rallye automobile. Donuts. On brûle des pneus, ils font des donuts ou des dérapages. On fait plein de figures différentes. On essaye de prendre du bon temps. On se sent vraiment libre. Aux États-Unis, on peut obtenir le permis dès l'âge de 15 ans et 7 mois et se retrouver avec une grosse cylindrée entre les mains. C'est le cas de César, un jeune lycéen de 19 ans, passionné de voitures de sport tape à l'œil. Ça rend accro, mec. Ce son est dingue. Ce fils de bonne famille ne manquerait le rassemblement pour rien au monde. Les voitures, c'est ma passion. Je suis accro depuis ma naissance. J'ai grandi avec mon père qui adorait les pick-up. Et depuis que j'ai vu le film Fast and Furious, j'ai pas pu lâcher le volant. La série de films Fast and Furious, qui fait l'apologie de la vitesse, est un phénomène aux États-Unis pour toute une génération accro aux sensations fortes. Alors, en fin de soirée, comme dans la série, une course sauvage s'improvise entre César et quelques lycéens. On va suivre Farad. On va aller vers l'est, il y a de l'espace, il n'y a pas de flics. On va pouvoir s'amuser sur la route. Donc on le suit. On prend à droite, et ensuite à gauche. Ok, ça me va. C'est illégal. S'il se fait attraper par la police, César risque le retrait de permis et la prison. Jusqu'à 14 ans de réclusion s'il blesse quelqu'un dans un accident. Pourtant, cela ne l'empêche pas de prendre des risques. Je fais ça pour le fun. Aller vite. C'est ce que j'aime faire.
Quand on est plusieurs à rouler comme des fous sur l'autoroute, c'est difficile pour un seul policier de nous attraper. On a l'avantage. À 200 km/h, les bolides s'élancent sur l'autoroute. C'est vraiment fun. Sur cet axe à 5 voies, limité à 120 km/h, César et ses rivaux d'un soir slalom entre les voitures, inconscients des risques qu'ils font courir aux autres automobilistes. Excès de vitesse, franchissement de ligne continue, ils enchaînent les infractions au code de la route. C'est à qui réalisera la plus belle accélération. La course ne va durer qu'un quart d'heure, écourtée par la présence d'une voiture de policiers en plein contrôle sur le côté de la route. Les autres s'arrêtent maintenant. C'était une course vraiment sympa. Ça m'amuse toujours de faire ça. Je m'en lasse jamais. L'an dernier, les excès de vitesse ont fait près de 9000 morts sur les routes américaines. Une fois sur deux, la victime avait moins de 29 ans. Pour faire chuter ce chiffre alarmant, le gouvernement a décidé de frapper fort avec des campagnes de prévention choc. Ce matin, à Roseville, près de Sacramento, au nord de la Californie, les élèves du lycée Granite Bay s'apprêtent à vivre une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À quelques mètres des salles de cours, policiers et pompiers sont en plein préparatif. Pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, ils ont organisé une reconstitution d'accidents. Tu vas arriver vite? À peu près à cette vitesse. Oh mon Dieu! Dave Martinez est officier de police en charge de la prévention au sein de la Highway Patrol. Pour dénoncer les effets de la vitesse et de l'alcool au volant, il a mobilisé des pompiers, du personnel hospitalier et des employés de la morgue. En tout, plus d'une centaine de professionnels. Son scénario est peaufiné au détail près. Ici, ce sera un conducteur alcoolisé qui sera au volant de cette Jeep. Sur le siège d'à côté, le passager sera blessé et emmené à l'hôpital en ambulance. L'étudiant qui sera derrière sera entre la vie et la mort à cause du choc et il ira aussi à l'hôpital. Il sera emmené par hélicoptère. Et ces deux-là, ils mourront suite à leurs blessures. Le conducteur, là, ne sera que légèrement blessé, mais la passagère, elle sera éjectée. Elle mourra sur place. On prononcera son décès ici même. Pour que la scène soit hyper réaliste, des étudiants ont droit à une séance de maquillage. Comme de vrais acteurs, ils vont devoir jouer la comédie devant leurs camarades. C'est un peu bizarre, mais ça devrait aller. On met un peu plus de maquillage que prévu pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus dramatique aussi. Comme ça, la foule pourra bien voir les blessures, même de loin. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Alors comme toujours, soyez naturels. C'est complètement dingue. Quelques minutes pour la mise en place et le show va commencer. Je suis un peu nerveuse. J'en tremble. Allez les gars, on y va. Les gens vont arriver. Allez, bougez. Présence obligatoire pour les 2000 élèves du lycée. Au son des sirènes, les acteurs d'un jour entrent en scène. Respire! Lucas, ouvre la porte! Pendant près d'une heure, les pompiers et les officiers de police reproduisent dans les moindres détails tous les gestes qu'ils effectuent lors de vrais accidents. Les élèves filment pour réaliser un clip qu'ils distribueront à leurs camarades. Une mise en scène macabre et choquante, qui a son petit effet sur les étudiants. Monsieur, je vous arrête pour conduite en état d'ivresse et pour avoir causé cet accident. Clou du spectacle, un hélicoptère pour emmener le faux blessé à l'hôpital.
Prix de la démonstration, 80 000 €. Ce programme est réalisé dans la plupart des établissements américains. Les autorités l'ont baptisé « Every 15 minutes », toutes les 15 minutes. Car aux États-Unis, un automobiliste meurt chaque quart d'heure dans un accident de la route à cause de l'alcool. Au lycée Granite Bay, les élèves sont sous le choc. Ça m'a fait réfléchir à ma propre sécurité et à ma vie aussi. Là, je vois les choses différemment. Ce n'est pas un peu exagéré? Je ne pense pas. C'est très réaliste. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer quand on est en dehors de la loi. C'était émouvant de voir la réalité d'un accident. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Les élèves semblent avoir compris la leçon, mais le programme s'adresse aussi aux parents. Pour les sensibiliser, les organisateurs ont choisi une centaine de familles à qui ils ont proposé un jeu de rôle un peu spécial. Tous vont recevoir la visite d'un chapelain, comme Caroline, une retraitée très croyante qui travaille bénévolement pour les autorités. Son rôle, annoncer la mort d'un proche aux familles. Bonjour, vous êtes la maman de Savannah? Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Nous sommes chez les parents de Savannah, la jeune fille qui a simulé son décès. Comme s'il s'agissait d'un véritable accident mortel, la chapelaine et le shérif qui l'accompagnent jouent leur rôle avec beaucoup de conviction. Je suis désolée, mais je dois vous informer que votre fille Savannah est impliquée dans un accident de voiture. Elle a été percutée par un conducteur ivre et malheureusement, elle est morte dans cet accident. Les parents de Savannah sont au courant de la mise en scène. Pourtant, cette annonce reste difficile à entendre. C'est la chose la plus terrible à laquelle je puisse penser. Je me rends compte de ce que les parents doivent traverser. Je prie que ça ne m'arrive jamais. Et ce n'est pas terminé. Le lendemain matin, parents et élèves sont conviés à une étonnante cérémonie funèbre dans la salle de sport du lycée. Le cercueil est vide, mais ce n'est plus uniquement de la fiction. À la tribune, des proches de personnes réellement décédées dans un accident de voiture défilent pour témoigner. C'est quelque chose que je n'ai dit qu'une fois à un proche, parce que c'est le moment le plus dur que j'ai eu à vivre. J'avais 8 ans en 2005. Je suis allé au lit, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des rires. Je suis sorti de ma chambre et j'ai regardé ce qui se passait. Mon père avait des larmes dans les yeux. Il m'a regardé et s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je l'ai vu dans cet état. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon fils, ta sœur Lindsay est décédée cette nuit dans un accident de voiture. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. » Malgré ces campagnes de prévention choc, le nombre d'accidents mortels chez les jeunes est en augmentation depuis 10 ans. De quoi alimenter encore longtemps les journaux télévisés et les paparazzis en quête d'images fortes. Retour à Los Angeles, il est 23 h. Howard, le paparazzi, est prêt pour une nouvelle nuit de chasse. Et ce soir, il ne va pas patrouiller seul dans les rues de la ville. Il a décidé de partager le terrain avec ses deux frères, également caméramans. Moi, je vais à l'ouest, dans la vallée. Ok, ça marche. Austin et son jumeau, Mark, le cadet de la famille. Ce soir, comme à leur habitude, les frères se sont divisés la ville en 3 secteurs. Howard a choisi l'ouest. Et après 1 heure de maraude, première alerte. C'est un crash et un délit de fuite sur les ondes de la police. Un accident de voiture et beaucoup de renforts demandés. 7 camions incluant des ambulances. Ça doit être un gros truc. Personne n'est encore arrivé, on n'est qu'à 10 minutes. Alors là, on fonce. L'accident n'est qu'à quelques kilomètres. Howard doit faire vite. C'est peut-être sa première exclusivité de la soirée. Sur place, déception.
Le dispositif des secouristes est impressionnant, mais l'accident beaucoup moins. Voici le véhicule du chauffard. Très alcoolisé, l'homme a percuté un arbre avant de prendre la fuite. C'est une épidémie à Los Angeles. Les gens se sauvent après l'accident. Ça arrive tout le temps. Il lui faut des images plus sensationnelles pour espérer vendre son reportage. Et ce soir, il va devoir affronter un imprévu. Le propriétaire du pavillon où a lieu l'accident s'agite devant lui pour l'empêcher de filmer. Furieux de voir débarquer le paparazzi. Je ne veux pas que vous filmiez. C'est ridicule, ce n'est pas illégal. Je ne veux pas que vous filmiez. Ce n'est pas illégal, c'est l'espace public. Je ne veux pas voir ma maison à la télévision. Même s'il a le droit de filmer, Howard abandonne pour ne pas perdre son temps. Il m'a pris la tête. Je le respecterais s'il me parlait gentiment. Mais il me crie dessus comme ça, c'est des conneries. C'est public ici, je filme ce que je veux. À l'autre bout de la ville, son frère jumeau tient peut-être la bonne affaire de la soirée. Austin patrouille du côté d'Hollywood, dans les quartiers chics de Los Angeles. Et depuis quelques minutes, une alerte est diffusée sur les ondes de la police. C'est la police de Los Angeles qui poursuit un véhicule volé. Ils demandent du renfort à la police de la route. Apparemment, c'est un mec recherché qui conduit une voiture dérobée. Et il essaye de semer les policiers. À mon avis, ça pourrait mal finir. Austin se lance aussitôt sur les traces du fugitif. Et il doit faire très vite, car il a un concurrent de poids. L'hélicoptère d'une chaîne de télévision locale retransmet la course-poursuite en direct. Dans cette voiture noire, à plus de 150 km/h, le fugitif prend tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre. Rue en sens inverse, feu rouge, il n'hésite pas à emprunter les trottoirs. Il y a des piétons qui ne se rendent même pas compte de ce qu'il se passe. Mais comme vous le voyez, les policiers font attention. Ils sont prudents, surtout quand ils grillent les feux rouges, comme ils le font maintenant. Au sol, Austin tourne en rond depuis plus d'un quart d'heure. À l'écoute des ondes, il tente de rejoindre la course-poursuite. Oh, putain, allez, il a des kilomètres maintenant. Le paparazzi est sur les dents, d'autant que les informations diffusées par les policiers sur les ondes laissent entrevoir une issue tragique. Les policiers l'ont aperçu avec un couteau. Ils disent qu'il menace de se suicider. Cet homme, en fait, ne veut plus vivre. Il risque d'attaquer les policiers uniquement pour se faire tuer et mourir. C'est une forme de suicide ici. Ils vont lui tirer dessus, je pense. Dans les rues d'Hollywood, la course-poursuite dure maintenant depuis plus d'une demi-heure. Aux trousses du fugitif, 4 voitures de police tentent de le bloquer. Nous y sommes, waouh! Ils ont essayé, presque réussi à l'arrêter. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse, l'homme a subitement une réaction inattendue. En plein milieu de la route, il décide de s'arrêter et se rend aux policiers. Au même moment, Austin arrive enfin sur place. Allez, on se dépêche. Mauvaise surprise pour le paparazzi. Les policiers ont bloqué la route et plusieurs équipes de télévision concurrentes sont arrivées en même temps que lui. Austin peut seulement capter quelques images du fugitif. Menotté sur ce brancard, il sera conduit à l'hôpital avant d'être transféré à la prison. Là, c'est la fin de l'histoire. Je vais laisser ces journalistes finir leur travail et on va voir s'il leur manque des choses. Le butin est plutôt maigre et en discutant avec ses amis journalistes, Austin va apprendre une autre mauvaise nouvelle. Il vient de passer à côté d'une très grosse affaire. Ouais, il y a eu un énorme crash. Entre 12 et 16 personnes renversées par une voiture. Mais ça n'a rien à voir avec cette affaire. Non, non, non. J'ai cru qu'un camion s'était renversé. Non. C'était à Terrence ou à Redondo? C'est ça qui va faire la une demain, pas l'histoire qu'on vient de filmer. Apparemment, de nombreux piétons se sont fait renverser par une voiture folle sur la plage. Même si on avait réussi à filmer la course-poursuite, on n'aurait pas fait une thune. Cette nuit, l'histoire qui fait l'actualité, c'est cet accident tragique qui s'est déroulé à l'autre bout de la ville.
4 morts, dont un enfant, fauché par un chauffard ivre. Une soirée presque ordinaire sur les routes de Los Angeles.